Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président LR du Sénat. Tout va bien se passer. Il faut rester cool, monsieur Larcher. Je ne me serais pas permis de vous le dire. Vous l'aurez compris, ce qu'a dit le président américain hier soir. Oui, je dois dire que le président américain, sans briller par son instabilité, le caractère chaotique d'un certain nombre de décisions, et que face à cela, oui, il faut être cool. Mais comment faut rester... être calme. Je préfère le mot français, calme. Ça Et vous... en même temps, il faut être déterminé. Car le seul langage, à mon avis, que comprend le président Trump, c'est le langage de la détermination. Voilà pourquoi j'attends de l'Union européenne, d'un certain nombre de pays, de la détermination. Parce que si, depuis hier soir, nous avons un délai de 90 jours, mettons-le à profit pour préparer les éventuelles réponses que nous devrions faire sur des décisions unilatérales, qui sont des décisions qui vont conduire à la récession économique. On va en parler, mais comment rester déterminé face à l'inconnu, tout simplement? Comment vous lisez cette stratégie? D'abord, en appuyant les décisions que nous prendrons ensemble dans le cadre de l'Union européenne. Encore faut-il être unis. Et se dire que les marchés sont en train de rappeler quelques réalités au président Trump. Les marchés le rappellent. On voit l'envol des marchés obligataires face à une dette américaine qui est encore plus abyssale que la nôtre. Eh bien, les marchés viennent de rappeler au président Trump qu'il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Et ce type de décision, c'est une décision perdante. Perdante pour les Américains, perdante pour nous tous, j'allais dire notamment en Europe, mais aussi sur d'autres marchés, je pense en Asie. Bien sûr, et plus singulièrement en France, les conséquences en tout cas sur notre croissance, même s'il y a cette suspension, sont réelles. Si les droits de douane reprennent, ce qui est aussi possible, le gouvernement, Gérard Larcher, français, a baissé sa prévision de croissance. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut encore continuer comme ça sur le budget? Il a été annoncé un effort supplémentaire de réduction de la dépense publique de 5 milliards. Est-ce que vous savez où on va, nous-mêmes? D'abord, la situation financière de notre pays est une situation grave. Et il nous faut sortir de ce piège terrible d'une dette qui ne cesse d'augmenter. Et cette dette qui ne cesse d'augmenter, aujourd'hui, la réponse, c'est pas toujours plus de déficit. C'est moins de dépenses publiques. C'est aussi de se mettre en situation de produire des richesses. Produire des richesses, ça veut dire... c'est presque un gros mot qu'il va falloir travailler plus, accélérer la simplification, et pas simplement dans des discours et dans des textes, et se mettre en situation de compétitivité. Donc couper dans les dépenses de l'État, travailler plus... Dans toutes les dépenses. Ouais, tailler dans le État, maquis des agences. Sécurité sociale, mais aussi, je le dis, et je suis le président du Sénat, maîtriser, j'allais dire, un certain nombre de dépenses sur les 3 secteurs, dont les collectivités territoriales, mais qui le font, elles aussi, qui font cet effort. Je crois que c'est tous ensemble que nous... Ça va grincer. Vous sortez également la tronçonneuse, alors comme Éric Ciotti? Parce que, pardonnez-moi, je laisse à M. Musk et à d'autres le choix de cet instrument que je peux utiliser je peux utiliser dans ma fonction, j'allais dire forestière, mais c'est d'une autre nature. C'est pour régénérer la forêt. Donc la tronçonneuse pour détruire, ça n'a pas de sens. Je crois que nous sommes en train au Sénat de mettre en place la préparation du budget 2026. Déjà, le Sénat attaque déjà la préparation du budget 2026. Et nous allons le faire avec les rapporteurs généraux des 2 grandes commissions concernées, c'est-à-dire la commission des finances, bien évidemment, et la commission des affaires sociales, avec les présidents des commissions, pour que nous soyons en mesure, en juin, après une première conférence que nous tiendrons au mois de mai, puis à la mi-juin, pour que fin juin nous fassions des propositions. Nous les confronterons avec celles du gouvernement. À bon entendeur, la pression est mise. C'est-à-dire que... Ce n'est pas que la pression, le travail est mis, parce que nous pensons que la situation politique est telle que c'est encore une fois au Sénat que le budget pourrait être construit. Je souhaite que ça soit dans un dialogue avec l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas. Nous avons une responsabilité majeure, le Sénat, et nous ne pouvons pas être en situation d'attendre. Nous sommes en situation de proposer. On ne peut pas attendre 2 ans, pas d'immobilisme, il faut donc du courage politique, si j'ai bien compris votre message ce matin. Il faut du courage politique, parce que révision de croissance
de 0,9 à 0,7. Et 0,7, c'est avant même la mise en œuvre des annonces suspendues pour 90 jours du président Trump. Je crois que simplement, c'est une affaire de responsabilité. Nous ne pouvons plus continuer dans cette situation, dans ce piège et cet engrenage de la dette. Ça, vous le dites aux responsables politiques, parce que j'imagine tous nos auditeurs et téléspectateurs ce matin qui disent « mais ils sont au pouvoir depuis des années, ils nous disent aujourd'hui qu'il faut avoir du courage politique ». Pardonnez-moi, depuis 2017, nous ne sommes, j'allais dire, revenus dans un gouvernement que depuis le mois d'octobre 2024. Ça fait 6 mois. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, va marquer en quelque sorte les 6 mois. Et le budget que nous avons adopté, le Sénat, c'est un budget qui s'est inspiré de la première démarche qui était celle de Michel Barnier. N'oublions pas que c'est le premier, lui qui a souligné la nécessité de maîtriser la dépense publique et de réduire la dette. Mais le volet augmentation des impôts n'avait pas plu à tout le monde. Non. Gérard Larcher, c'est du passé si je puis dire. Gérard Larcher, je voudrais vous faire réagir à ce qui s'est passé hier dans l'enceinte de l'Assemblée nationale où il y a eu, je le précise, une scène d'intimidation physique de journalistes du média Frontières de la part d'élus et de collaborateurs d'extrême gauche. Il y avait aussi la présence d'une parlementaire socialiste. Je rappelle que ce média, pour être complète, a consacré un dossier à LFI titrant sur le parti de l'étranger. Peut-être on peut écouter un extrait de l'ambiance quand même qui s'est tenue hier. On était quasiment dans l'enceinte de l'Assemblée. Et suite à cette scène, il y a eu un communiqué de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. On écoute un peu les cris et les acclamations. Yaël Braun-Pivet qui affirme qu'elle va veiller dorénavant aux accréditations des médias. Si ça s'était passé au Sénat, qu'auriez-vous dit, qu'auriez-vous fait, Monsieur le Président ? Première des choses, la liberté de la presse n'est pas à géométrie variable. Il y a des règles dans une assemblée, ça s'appelle l'accréditation, et dans cette accréditation, il y a derrière un comportement. Comportement des journalistes, certes, mais aussi comportement des groupes politiques, qui doivent respecter ces règles. Et je le redis, la liberté de la presse n'est pas à géométrie variable, et c'est pas un groupe politique d'avoir de tels comportement. Si ça s'était passé au Sénat, je pense que j'aurais eu la même réaction que la présidente de l'Assemblée nationale. En tous les cas... Certains ont trouvé son communiqué ambigu. Écoutez, clairement, il rappelle que c'est à elle d'accréditer. Et je dois dire que c'est un utile rappel. Et en tous les cas... Rappelons que les journalistes sont bienvenus avec leur carte de presse, quelle que soit l'orientation d'un média. Bien sûr, on appelle la liberté de la presse. Ça ne dépend pas. Mais plus largement, Monsieur le Président, quel est ce climat quand même où des journalistes sont ainsi traités, d'ailleurs, quelle que soit l'orientation d'un média? Quel est ce climat où un professeur à Lyon 2, très courageux du reste, est empêché de faire cours aux cris de sionistes, racistes? Quel est ce climat où un directeur à Sciences Po Strasbourg est pris à partie par des militants qui refusent un partenariat avec une université israélienne? C'est un climat inacceptable. Et derrière, entre guillemets, la Libye antisioniste, nous voyons en fait l'antisémitisme à l'œuvre. Et nous voyons une formation politique qui s'appelle la France Insoumise, qui est entrée dans ce processus, cette procédure. C'est inacceptable. La République doit faire respecter tout simplement la liberté académique, la liberté des universités. Et d'ailleurs, hier, au Sénat, à l'occasion d'une question au gouvernement d'un de nos collègues, Max Brisson, très clairement, il a demandé que cette liberté universitaire, que cette liberté des enseignants, elle soit parfaitement respectée et que c'est un devoir du gouvernement de le faire respecter. On parle souvent de militants pro-palestiniens. Je préfère utiliser, c'est souvent le cas, des militants pro-Hamas. Sur la Palestine, le président français a fait une annonce. Il estime que la France va ou devrait reconnaître l'État de Palestine d'ici quelques semaines. Je suis pour la solution à 2 États. Oui. Pardonnez-moi, ça ne mange pas de pain, hélas. Non, mais c'est bon de le rappeler. Et qu'en 2014, j'étais président du Sénat. Le Sénat a voté une résolution sur la reconnaissance de la Palestine. Mais le sujet aujourd'hui, est-ce le moment d'entrer? C'est le sujet. Nous avons toujours des otages dans la bande de Gaza, des otages dont il faut exiger sans faiblesse le retour en Israël. Nous avons toujours des attaques du Hamas contre Israël. Nous avons malheureusement une autorité palestinienne, je l'ai rencontrée à la fin 2023, extrêmement faible. Est-ce que les conditions
sont réunis pour que nous allions plus loin dans la reconnaissance qui est indispensable à terme de la réalité d'un État de Palestine. Eh bien non. Je rappelle que 2 États, c'est vivant côte à côte dans la sécurité mutuelle. C'est cela, j'allais dire, l'objectif. Alors le président l'a annoncé dans un avion. J'espère qu'il prendra le temps d'en débattre, j'allais dire, avec les parlementaires. En tous les cas, je suis ouvert à ce débat. J'ai bien compris que vous y voyez un problème majeur aujourd'hui dans la situation. Et puis ça légitimerait le Hamas. Or le Hamas, je le rappelle, est une organisation terroriste qui, le 7 octobre, a massacré des citoyens, parmi lesquels il y avait aussi nos compatriotes. Je ne l'oublie pas. Toute autre déclaration qui a entraîné une avalanche de réactions, Gérard Larcher, c'est celle de Laurent Wauquiez qui propose d'enfermer les OQTF dangereux dans un établissement à Saint-Pierre et Miquelon. Alors réaction des élus de l'archipel, du ministre des Outre-mer, du RN, également indignation tous azimuts. Et certains, même j'ai vu un sénateur représentant cet archipel qui demande des excuses publiques à Laurent Wauquiez. C'est votre position ? Écoutez, moi je pense que cette proposition, elle est inappropriée. En plus, elle est irréalisable. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas alimenter une polémique alors qu'il y a aujourd'hui une élection dans ma famille politique et que je souhaite que cette élection se déroule dans les conditions les plus paisibles qui soient. Mais parce que je suis le président de l'Assemblée des territoires, tous les territoires, qu'ils soient de métropole ou des Outre-mer, et quel qu'en soit le statut, ils appartiennent à la République. Ils doivent être respectés comme partie intégrante de la République. La proposition, vous l'avez souligné, Gérard Larcher intervient en pleine course à la présidence LR. Et c'est aujourd'hui que Bruno Retailleau, l'un des, évidemment, qui participe à cette course, va présenter son bilan des 6 mois déjà, place Beauvau. Si vous deviez en quelques mots, en un mot, résumer ce bilan du ministre de l'Intérieur, quel mot vous vient à l'esprit immédiatement, instinctivement ? Il est en train de faire retrouver la confiance dans l'action de l'État. Et cette confiance, elle se traduit aujourd'hui dans l'opinion des Français et dans les sondages des Français. Mais vous m'avez donné qu'un mot, j'ajoute un chiffre sur la question migratoire. Nous avions 32 500 délivrances jusqu'en octobre 2024 de titres de séjour par mois. Nous en avons 16 000 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une politique migratoire qui se met en place aussi dans la proposition de loi qui a été votée, qui est en commission mixte paritaire, qui s'appelle la lutte contre le narcotrafic. Oui. Ça, c'est du Retailleau, additionné à Jérôme Durain et Étienne Blanc au Sénat. Voilà pour le verre à moitié plein. Voilà. Et il y a le verre à moitié vide. Certains disent sur le dossier algérien, pas de résultat de sa méthode forte. Sur l'immigration, on voit quand même beaucoup de lenteur. Pardonnez-moi. Lenteur, non. Parce qu'il faut le temps d'adopter un certain nombre de textes. Je vais prendre des centres de rétention administrative. Nous l'avons voté au Sénat, ça vient au débat à l'Assemblée nationale. Les contributions sociales, j'allais dire les aides sociales sans contribution, non contributives, ça a été voté au Sénat. Ce n'est pas le ministre de la parole, alors comme le disent ses opposants. C'est un ministre de l'Action, mais ce ministre de l'Action, il est obligé de passer par un certain nombre de procédures, et c'est bien dans un État de droit et dans une démocratie. État de droit. Donc, sur le dossier algérien, sur l'immigration... Alors, sur le dossier algérien, s'il n'y avait pas eu la mise sous tension par Bruno Retailleau, je ne suis pas tout à fait certain que la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères était à Alger, et avec 2 conditions. La libération de Boualem Sansal, mais ça ne suffit pas. Pour quel résultat, Monsieur le Président ? Non, nous allons voir, puisqu'on a encore... semble-t-il 3 semaines à attendre si je reprends l'interview du Premier ministre la semaine dernière et la liste des 60 OQTF qui a été adressée à l'Algérie. S'il n'y avait pas eu la mise sous tension par Bruno Retailleau, je ne suis pas bien certain que nous ayons, sur ce sujet, commencé à faire bouger les plaques tectoniques. Moi, si je vous suis bien, c'est devenu le candidat naturel de la droite. Écoutez, je ne sais pas, on n'est pas à la présidentielle. Au mois de mai, nous choisirons un président pour ma famille, la famille des Républicains, et ensuite nous aurons abordé les municipales. Ah, je vais en parler. Oui.
C'est quand même une question importante, ce qui s'est passé, puisqu'on approche évidemment des municipales. Il y a la fameuse loi PLM sur le mode de scrutin municipal. Paris, Lyon, Marseille, elle a été adoptée à l'Assemblée. Expliquez-nous, Monsieur le Président, ce qui s'est passé. On connaît votre opposition à cette loi. On supposait que le groupe LR à l'Assemblée, quand même, allait s'y opposer. Est-ce qu'il y a eu une volte-face et est-ce que le Sénat, où LR est majoritaire, va laisser passer? D'abord, parlons 2 secondes de cette loi. Qu'on la remette en cause, c'est pas illégitime. Ça a été une loi un peu d'exception en 1982. Mais c'est une loi qui est mal née. On n'a pas posé la question de la gouvernance. Par exemple, entre les mairies d'arrondissement et les mairies centrales. On n'a pas posé la question des compétences respectives entre mairies centrales. On n'a pas posé la question des métropoles autour. Marseille. Alors, quelle question Lyon, on a posée métropole du Grand Paris. Voilà pourquoi, quand j'ai un texte qui est sans consensus de la part de parlementaires des villes concernées, et une majorité sont contre, à Marseille, à Lyon et encore plus à Paris avec les maires d'arrondissement, eh bien, c'est une loi mal née. Nous verrons le débat que nous aurons au Sénat. Mal née, elle va mal finir alors. En tous les cas, je pense que le débat au Sénat sera un débat qui posera les questions de fond sur la gouvernance, sur les compétences. Et puis, pardonnez-moi, on est à moins d'1 an de l'élection municipale. Il y avait un texte qui disait qu'on ne modifie pas les règles du jeu 1 an avant. C'est, me semble-t-il, pas inutile en démocratie. Le décryptage, ça veut dire tambouille électorale. Ça veut dire opportunité électorale. Oui, c'est dit Je différemment. préfère parce que tambouille, c'est négatif en cuisine. Oui. Et j'ai trop de respect pour la cuisine. Merci, Merci à vous, c'était votre grande interview. À bientôt. Merci.